Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver de retour sur le canapé de voyage au bout de la nuit pour ces quelques heures de lecture. Je suis avec vous sur D8 ce soir jusqu'aux toutes premières lueurs du jour et je vous propose de redécouvrir ensemble une œuvre de Henri Beyle, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal, que vous connaissez tous probablement, pour une de ses œuvres les plus connues, qui s'intitule Le Rouge et le Noir. Mais je vous propose de redécouvrir justement une autre de ses œuvres, un petit peu moins connue certes, mais tout aussi intéressante et subjugante, vous allez voir, qui s'appelle donc Les Chroniques italiennes et qui met en fait en scène plusieurs personnages, notamment Vittoria, une très belle jeune femme, avec un destin, vous verrez, tragique, ou encore Françoise Sanzi. Au moment où on va reprendre la lecture, on en est à cette nouvelle-là, qui met en scène François Sanzi, justement, qui est un don Juan très séducteur, mais aussi sanguinaire. Et vous verrez que ce sera justement des récits assez violents et passionnés. C'est ce que je vous propose de continuer tout de suite, mais n'oubliez pas d'ici là également de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. Vous tapez hashtag VBN et on vous attend pour vos avis, vos impressions, vos questions sur l'émission. Mais tout de suite, place à la lecture avec les chroniques italiennes de Stendhal. Très belle nuit à toutes et à tous. Elle a demandé un notaire pour faire son testament, ce qui lui a été accordé. Elle a prescrit que son corps fût à Saint-Pierre in Montorio. Elle a laissé 300 000 francs aux stimates, religieuses des stigmates de Saint-François. Cette somme doit servir à doter 50 pauvres filles. Cet exemple a ému la signora Lucrèce, qui elle aussi a fait son testament et ordonné que son corps fût porté à Saint-Georges. Elle a laissé 500 000 francs d'aumône à cette église et fait d'autres legs pieux. À 8 heures, elles se confessèrent, entendirent la messe et reçurent la Sainte Communion. Mais avant d'aller à la messe, la signora Béatrix considéra qu'il n'était pas convenable de paraître sur l'échafaud aux yeux de tout le peuple avec les riches habillements qu'elle portait. Elle ordonna 2 robes, l'une pour elle, l'autre pour sa mère. Ces robes furent faites, comme celles des religieuses, sans ornement, à la poitrine et aux épaules, et seulement plissées avec des manches larges. La robe de la belle-mère fut de toile de coton noir, celle de la jeune fille de taffetas bleu avec une grosse corde qui ceignait la ceinture. Lorsqu'on apporta les robes, la signora Béatrix, qui était à genoux, se leva et dit à la signora Lucrèce : « Madame ma mère, l'heure de notre passion approche. Il sera bien que nous nous préparions, que nous prenions ces autres habits et que nous nous rendions pour la dernière fois le service réciproque de nous habiller. » On avait dressé sur la place du pont Saint-Ange un grand échafaud avec un cep et une manaja, une sorte de guillotine. Sur les 13 heures, à 8 heures du matin, la compagnie de la Miséricorde apporta son grand crucifix à la porte de la prison. Giacomo Sanzi sortit le premier de la prison. Il se mit à genoux dévotement sur le seuil de la porte, fit sa prière et baisa les saintes plaies du crucifix. Il était suivi de Bernard Sanzi, son jeune frère, qui lui aussi avait les mains liées et une petite planche devant les yeux. La foule était énorme, et il y eut du tumulte à cause d'un vase qui tomba d'une fenêtre presque sur la tête d'un des pénitents qui tenait une torche allumée à côté de la bannière. Tous regardaient les 2 frères, lorsqu'à l'improviste s'avança le fiscal de Rome qui dit : « Signor Bernardo, notre Seigneur vous fait grâce de la vie. Soumettez-vous à accompagner vos parents et priez Dieu pour eux. » À l'instant, ces 2 confortatori lui ôtèrent la petite planche qui était devant ses yeux. Le bourreau arrangeait sous la charrette Giacomo Sanzi et lui avait ôté son habit afin de pouvoir le tenailler. Quand le bourreau vint à Bernard, il vérifia la signature de la grâce, le délia, lui ôta les menottes, et comme il était sans habit, devant être tenaillé,
le bourreau le mit sur la charrette et l'enveloppa du riche manteau de drap galonné d'or. La foule immense qui était dans la rue, aux fenêtres et sur les toits, s'émut tout à coup. On entendait un bruit sourd et profond, et on commençait à dire que cet enfant avait sa grâce. Les chants des psaumes commencèrent, et la procession s'achemina lentement par la place Navone vers la prison Savella. Arrivée à la porte de la prison, la bannière s'arrêta. Les deux femmes sortirent, firent leur adoration au pied du Saint Crucifix, et ensuite s'acheminèrent à pied, l'une à la suite de l'autre. Elles étaient vêtues ainsi qu'il a été dit, la tête couverte d'un grand voile de taffetas qui arrivait presque jusqu'à la ceinture. La signora Lucrèce, en sa qualité de veuve, portait un voile noir et des mules de velours noir sans talons selon l'usage. Le voile de la jeune fille était de taffetas bleu comme sa robe. Elle avait de plus un grand voile de drap d'argent sur les épaules, une jupe de drap violet et des mules de velours blanc, lacées avec élégance et retenues par des cordons cramoisis. Elle avait une grâce singulière en marchant dans ce costume, et les larmes venaient dans tous les yeux à mesure qu'on l'apercevait s'avançant lentement dans les derniers rangs de la procession. Les femmes avaient toutes les deux les mains libres, mais les bras liés au corps, de façon que chacune d'elles pouvait porter un crucifix. Elles le tenaient fort près des yeux. Les manches de leur robe étaient fort larges, de façon qu'on voyait leurs bras qui étaient couverts d'une chemise serrée au poignet, comme c'est l'usage en ce pays. La signora Lucrèce, qui avait le cœur moins ferme, pleurait presque continuellement. La jeune Béatrice, au contraire, montrait un grand courage et, tournant les yeux vers chacune des églises devant lesquelles la procession passait, se mettait à genoux pour un instant et disait d'une voix ferme « Adoramus te Christe ». Pendant ce temps, le pauvre Giacomo Sanzi était tenaillé sur sa charrette et montrait beaucoup de constance. La procession put à peine traverser le bas de la place du pont Saint-Ange, tant était grand le nombre des carrosses et la foule du peuple. On conduisait sur le champ les femmes dans la chapelle qui avait été préparée et on y amena ensuite Giacomo Sanzi. Le jeune Bernard, recouvert de son manteau galonné, fut conduit directement sur l'échafaud. Alors, tous crurent qu'on allait le faire mourir et qu'il n'avait pas sa grâce. Ce pauvre enfant eut une telle peur qu'il tomba évanoui au second pas qu'il fit sur l'échafaud. On le fit revenir avec de l'eau fraîche et on le plaça assis vis-à-vis de la manara. Le bourreau alla chercher la signora Lucrèce Petroni. Ses mains étaient liées derrière le dos. Elle n'avait plus de voile sur les épaules. Elle parut sur la place accompagnée par la bannière, la tête enveloppée dans le voile de taffetas noir. Et là, elle fit sa réconciliation avec Dieu, et elle baisa les saintes plaies. On lui dit de laisser ses mules sur le pavé, comme elle était fort grosse, et puis elle eut quelque peine à monter. Quand elle fut sur l'échafaud, et qu'on lui ôta le voile de taffetas noir, elle souffrit beaucoup d'être vue avec les épaules et la poitrine découvertes. Elle se regarda, puis regarda la manara, et en signe de résignation leva lentement les épaules. Les larmes lui vinrent aux yeux, et elle dit « Ô mon Dieu, et vous mes frères, priez pour mon âme. » Ne sachant ce qu'elle avait à faire, elle demanda à Alexandre, premier bourreau, comment elle devrait se comporter. Il lui dit de se placer à cheval sur la planche du cep. Mais ce mouvement lui parut offensant pour la pudeur, et elle mit beaucoup de temps à le faire. Les détails qui suivent sont tolérables pour le public italien qui tient à savoir toute chose avec la dernière exactitude qu'il suffise au lecteur français de savoir que la pudeur de cette pauvre femme fit qu'elle se blessa à la poitrine. Le bourreau montra la tête au peuple et ensuite l'enveloppa dans le voile de taffetas noir. Pendant qu'on mettait en ordre la manara pour la jeune fille, un échafaud chargé de curieux tomba, et beaucoup de gens furent tués. Ils parurent ainsi devant Dieu avant Béatrix. Quand Béatrix vit la bannière revenir vers la chapelle pour la prendre, elle dit avec vivacité « Madame ma mère est-elle bien morte ?» On lui répondit que oui. Elle se jeta à genoux devant le crucifix et pria avec ferveur pour son âme.
Ensuite, elle parla haut et pendant longtemps au crucifix. « Seigneur, tu es retourné pour moi, et moi je te suivrai de bonne volonté, ne désespérant pas de ta miséricorde pour mon énorme péché. » Elle récita ensuite plusieurs psaumes et oraisons, toujours à la louange de Dieu. Quand enfin le bourreau parut devant elle avec une corde, elle dit « Lis ce corps qui doit être châtié. Délie cette âme qui doit arriver à l'immortalité et à une gloire éternelle. » Alors elle se leva, elle fit la prière, elle laissa ses mules au bas de l'escalier. Montée sur l'échafaud, elle passa lestement la jambe sur la planche, posa le cou sous la manara et s'arrangea parfaitement bien elle-même pour éviter d'être touchée par le bourreau. Par la rapidité de ses mouvements, elle évita qu'au moment où son voile de taffetas lui fit ôter le public, aperçut ses épaules et sa poitrine. Le coup fut longtemps à être donné parce qu'il survint un embarras. Pendant ce temps, elle invoquait à haute voix le nom de Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. Le corps fit un grand mouvement au moment fatal. Le pauvre Bernard Sanzi, qui était toujours resté assis sur l'échafaud, tomba de nouveau évanoui. Il fallut plus d'une grosse demi-heure à ses confortatories pour le ranimer. Alors parut sur l'échafaud Jacques Sanzi. Mais il faut encore ici passer sur des détails trop atroces. Jacques Sanzi fut assommé, Mazzolato. Sur le champ, on reconduisit Bernard en prison. Il avait une forte fièvre, alors on le saigna. Quant aux pauvres femmes, chacune fut accommodée dans sa bière et déposée à quelques pas de l'échafaud, auprès de la statue de Saint Paul qui est la première à droite sur le pont Saint-Ange. Elles restèrent là jusqu'à 4h15 après-midi. Autour de chaque bière brûlaient 4 cierges de cire blanche. Ensuite, avec ce qui restait de Jacques Sanzi, elles furent portées au palais du consul de Florence. À 9h15 du soir, le corps de la jeune femme, recouvert de ses habits et couronné de fleurs avec profusion, fut porté à Saint-Pierre in Montorio. Elle était d'une ravissante beauté. On eût dit qu'elle dormait. Elle fut enterrée devant le grand autel et la transfiguration de Raphaël d'Urbain. Elle était accompagnée de 50 gros cierges allumés et de tous les religieux franciscains de Rome. Lucrèce Petroni fut portée, à 10h du soir, à l'église de Saint-Georges. Pendant cette tragédie, la foule fut innombrable. Aussi loin que le regard pouvait s'étendre, on voyait les rues remplies de carrosses et de peuple, les échafaudages, les fenêtres, les toits couverts de curieux. Le soleil était d'une telle ardeur ce jour-là que beaucoup de gens perdirent connaissance. Un nombre infini prit la fièvre, et lorsque tout fut terminé à 19h, 2h moins un quart, et que la foule se dispersa, beaucoup de personnes furent étouffées. D'autres écrasées par les chevaux, le nombre des morts fut très considérable. La signora Lucrèce Petroni était plutôt petite que grande, et quoique âgée de 50 ans, elle était encore fort bien. Elle avait de beaux traits, le nez petit, les yeux noirs, le visage très blanc avec de belles couleurs. Elle avait peu de cheveux et ils étaient châtains. Béatrix Sanzi, qui inspira des regrets éternels, avait justement 16 ans. Elle était petite, elle avait un joli embonpoint et des fossettes au milieu des joues, de façon que, morte et couronnée de fleurs, on eût dit qu'elle dormait et même qu'elle riait, comme il lui arrivait fort souvent quand elle était en vie. Elle avait la bouche petite et les cheveux blonds naturellement bouclés. En allant à la mort, ses cheveux blonds et bouclés lui retombaient sur les yeux, ce qui donnait une certaine grâce et portait à la compassion. Giacomo Sanzi était de petite taille, gros, le visage blanc, la barbe noire. Il avait 26 ans à peu près quand il mourut. Bernard Sanzi ressemblait tout à fait à sa sœur. Et comme il portait les cheveux longs comme elle, beaucoup de gens, lorsqu'il parut sur l'échafaud, le prirent pour elle. Le soleil avait été si ardent que plusieurs des spectateurs de cette tragédie moururent dans la nuit. Et parmi eux, Ubaldini, jeune homme d'une rare beauté, qui jouissait auparavant d'une parfaite santé. Il était frère du signor Renzi, si connu dans Rome,
Ainsi, les ombres des Censi s'en allèrent bien accompagnées. Hier, qui fut mardi 14 septembre 1599, les pénitents de Saint-Marcello, à l'occasion de la fête de Sainte-Croix, usèrent de leur privilège pour délivrer de la prison le signor Bernard Censi, qui s'est obligé de payer dans un an 400 000 francs à la très sainte Trinité du pont Sixte. C'est de lui que descendent François et Bernard Censi qui vivent aujourd'hui. Le célèbre Farinacci, qui par son obstination sauva la vie du jeune Censi, a publié ses plaidoyers. Il donne seulement un extrait du plaidoyer numéro 66 qu'il prononça devant Clément VIII en faveur des Censi. Ce plaidoyer en langue latine formerait 6 grands pages, et je ne puis le placer ici, ce dont j'ai du regret. Il peint les façons de penser de 1999, il me semble fort raisonnable. Bien des années après l'an 1599, Farinacci, en envoyant ses plaidoyers à l'impression, ajouta une note à celui qu'il avait prononcé en faveur des Censi. La fin de cette note latine est touchante, mais je suppose que le lecteur est las d'une si longue histoire. La duchesse de Pagliano, à Palerme, le 22 juillet 1838. Je ne suis point naturaliste, je ne sais le grec que fort médiocrement. Mon principal but en venant voyager en Sicile n'a pas été d'observer les phénomènes de l'Etna, ni de jeter quelque clarté pour moi ou pour les autres sur tout ce que les vieux auteurs grecs ont dit de la Sicile. Je cherchais d'abord le plaisir des yeux, qui est grand en ce pays singulier. Il ressemble, dit-on, à l'Afrique, mais ce qui, pour moi, est de toute certitude, c'est qu'il ne ressemble à l'Italie que par les passions dévorantes. C'est bien des Siciliens que l'on peut dire que le mot impossible n'existe pas pour eux dès qu'ils sont enflammés par l'amour ou la haine. La haine, en ce beau pays, ne provient jamais d'un intérêt d'argent. Je remarque qu'en Angleterre et surtout en France, on parle souvent de la passion italienne, de la passion effrénée que l'on trouvait en Italie au XVIe et au XVIIe siècle. De nos jours, cette belle passion est morte, tout à fait morte, dans les classes qui ont été atteintes par l'imitation des mœurs françaises et des façons d'agir à la mode, à Paris ou à Londres. Je sais bien que l'on peut dire que, dès l'époque de Charles Quint, en 1530, Naples, Florence, même Rome, imitèrent un peu les mœurs espagnoles. Mais ces habitudes sociales si nobles n'étaient-elles pas fondées sur le respect infini que tout homme digne de ce nom doit bien avoir pour les mouvements de son âme? Bien loin d'exclure l'énergie, elle l'exagérait. Tandis que la première maxime des fats qui imitaient le duc de Richelieu vers 1760 était de ne sembler ému de rien, la maxime des dandys anglais que l'on copie maintenant à Naples, de préférence aux fats français, n'est-elle pas de sembler ennuyé de tout ou supérieur à tout? Ainsi, la passion italienne ne se trouve plus, depuis un siècle, dans la bonne compagnie de ce pays-là. Pour me faire quelques idées de cette passion italienne, dont nos romanciers parlent avec tant d'assurance, j'ai été obligée d'interroger l'histoire, ou encore la grande histoire faite par des gens à talent, et souvent trop majestueuse, ne dit presque rien de ces détails. Elle ne daigne tenir note des folies qu'autant qu'elles sont faites par des rois ou des princes. J'ai eu recours à l'histoire particulière de chaque ville, mais j'ai été effrayée par l'abondance des matériaux. Telle petite ville vous présente fièrement son histoire en 3 ou 4 volumes, et 7 ou 8 volumes manuscrits. Ceux-ci presque indéchiffrables, jonchés d'abréviations, donnant aux lettres une forme singulière, et dans les moments les plus intéressants remplis de façons de parler, en usage dans le pays, mais intelligible 20 lieues plus loin. Car dans toute cette belle Italie où l'amour a semé tant d'événements tragiques, 3 villes seulement, Florence, Sienne et Rome, parlent à peu près comme elles l'écrivent. Partout ailleurs, la langue écrite est à 100 lieues de la langue parlée. Ce qu'on appelle la passion italienne, c'est-à-dire la passion qui cherche à se satisfaire, et non pas à donner au voisin une idée magnifique de notre individu,
commence à la renaissance de la société au XIIe siècle et s'éteint au moins dans la bonne compagnie vers l'an 1734. À cette époque, les Bourbons viennent régner à Naples dans la personne de Don Carlos, fils d'une Farnèse, marié en seconde noces à Philippe V, ce triste petit-fils de Louis XIV. Si intrépide au milieu des boulets et si ennuyé, si passionné par la musique, on sait de lui que pendant 24 ans, le sublime Castra Farinelli lui chanta tous les jours 3 airs favoris, toujours les mêmes. Un esprit philosophique peut trouver curieux les détails d'une passion sentie à Rome ou à Naples, mais j'avouerai que rien ne me semble plus absurde que ces romans qui donnent des noms italiens à leurs personnages. Ne sommes-nous pas convenus que les passions varient toutes les fois qu'on s'avance des 100 lieues vers le nord? L'amour est-il le même à Marseille et à Paris? Tout au plus, peut-on dire que les pays soumis depuis longtemps au même genre de gouvernement offrent dans les habitudes sociales une sorte de ressemblance extérieure? Les paysages comme les passions, comme la musique, changent aussi dès qu'on s'avance de 3 ou 4 degrés vers le nord. Un paysage napolitain paraîtrait absurde à Venise, si l'on n'était pas convenu même en Italie d'admirer la belle nature de Naples. À Paris, nous faisons mieux. Nous croyons que l'aspect des forêts et des plaines cultivées est absolument le même à Naples et à Venise, et nous voudrions que le Canaletto, par exemple, eût absolument la même couleur que Salvator Rosa. Le comble du ridicule, n'est-ce pas une dame anglaise douée de toutes les perfections de son île, mais regardée comme hors d'état de peindre la haine et l'amour. Mais même dans cette île, Madame Anne Radcliffe, donnant des noms italiens et de grandes passions aux personnages de son célèbre roman « Le confessionnal des pénitents noirs », je ne chercherai point à donner des grâces à la simplicité, à la rudesse quelquefois choquante du récit trop véritable que je soumets à l'indulgence du lecteur. Par exemple, je traduis exactement la réponse de la duchesse de Pagliado à la déclaration d'amour de son cousin Marcel Capès. Cette monographie d'une famille se trouve, je ne sais pourquoi, à la fin du second volume d'une histoire manuscrite de Palerme, sur laquelle je ne puis donner aucun détail. Ce récit, que j'abrège beaucoup, à mon grand regret, je supprime une foule de circonstances caractéristiques, comprend les dernières aventures de la malheureuse famille Carafa, plutôt que l'histoire intéressante d'une seule passion. La vanité littéraire me dit que peut-être il ne m'eût pas été impossible d'augmenter l'intérêt de plusieurs situations en développant davantage, c'est-à-dire en devinant, en racontant au lecteur avec détail ce que sentaient les personnages. Mais moi, jeune Français né au nord de Paris, suis-je bien sûr de deviner ce qu'éprouvaient ces âmes italiennes en l'an 1559? Je puis tout au plus espérer de deviner ce qui peut paraître élégant et piquant au lecteur français de 1838. Cette façon passionnée de sentir qui régnait en Italie vers 1559 voulait des actions et non des paroles. On trouvera donc fort peu de conversation dans les récits suivants. C'est un désavantage pour cette traduction, accoutumés que nous sommes aux longues conversations de nos personnages de romans. Pour eux, une conversation est une bataille. L'histoire pour laquelle je réclame toute l'indulgence du lecteur montre une particularité singulière introduite par les Espagnols dans les mœurs d'Italie. Je ne suis point sortie du rôle de traducteur. Le calque fidèle des façons de sentir du XVIe siècle et même des façons de raconter de l'historien qui, suivant toute apparence, était un gentilhomme appartenant à la malheureuse duchesse de Pagliano, fait selon moi le principal mérite de cette histoire tragique, si toutefois mérite il y a. L'étiquette espagnole la plus sévère régnait à la cour du duc de Pagliano. Remarquez que chaque cardinal, que chaque prince romain avait une cour semblable. Et vous pourrez vous faire une idée du spectacle que présentait, en 1559, la civilisation de la ville de Rome. N'oubliez pas que c'était le temps où le roi Philippe II, ayant besoin pour une de ses intrigues du suffrage de 2 cardinaux, donnait à chacun d'eux 200 000 livres de rente
en bénéfices ecclésiastiques. Rome, quoique sans armée redoutable, était la capitale du monde. Paris, en 1559, était une ville de barbares assez gentils. Traduction exacte d'un vieux récit écrit vers 1566. Jean-Pierre Carafa, quoique issu d'une des plus nobles familles du royaume de Naples, eut des façons d'agir âpres, rudes, violentes, dignes tout à fait d'un gardeur de troupeau. Il prit l'habit long, la soutane, s'en alla jusqu'à Rome, où il fut aidé par la faveur de son cousin Olivier Carafa, cardinal et archevêque de Naples. Alexandre VI, ce grand homme qui savait tout et pouvait tout, le fit son camérière, à peu près ce que nous appellerions dans nos mœurs un officier d'ordonnance. Jules II le nomma archevêque de Chieti. Le pape Paul le fit cardinal. Et enfin, vers le 23 mai 1555, après des brigues et des disputes terribles parmi les cardinaux enfermés au conclave, il fut crépé pape sous le nom de Paul IV. Il avait alors 78 ans. Ceux mêmes qui venaient de l'appeler au trône de Saint-Pierre frémirent bientôt en pensant à la dureté et à la piété farouche, inexorable du maître qu'il venait de se donner. La nouvelle de cette nomination inattendue fit révolution à Naples et à Palerme. En peu de jours, Rome vit arriver un grand nombre de membres de l'illustre famille Carafa. Tous furent placés, mais comme il est naturel, le pape distingua particulièrement ses 3 neveux, fils du comte de Montorio, son frère. Don Juan l'aîné, déjà marié, fut fait duc de Pagliano. Ce duché, enlevé à Marc-Antoine Colonna, auquel il appartenait, comprenait un grand nombre de villages et de petites villes. Don Carlos, le second des neveux de sa sainteté, était chevalier de Malte et avait fait la guerre. Il comprenait un grand nombre de villages et de petites villes. Il fut créé cardinal, légat de Bologne et Premier ministre. C'était un homme plein de résolution, fidèle aux traditions de sa famille. Il osa haïr le roi le plus puissant du monde et lui donna des preuves de sa haine. Quant au 3e neveu du nouveau pape, Don Antonio Carafa, comme il était marié, le pape le fit marquis de Montebello. Enfin, il entreprit de donner pour femme à François, dauphin de France et fils du roi Henri II, une fille que son frère avait eue d'un second mariage. Paul IV prétendait lui assigner pour dot le royaume de Naples, qu'on aurait enlevé à Philippe II, roi d'Espagne. La famille Carafa haïssait ce roi puissant, lequel, aidé des fautes de cette famille, parvint à l'exterminer, comme vous le verrez. Depuis qu'il était monté sur le trône de Saint-Pierre, le plus puissant du monde, et qui, à cette époque, éclipsait même l'illustre monarque des Espagnes, Paul IV, ainsi qu'on l'a vu chez la plupart de ses successeurs, donnait l'exemple de toutes les vertus. Ce fut un grand pape, un grand saint. Il s'appliquait à réformer les abus dans l'Église et à éloigner par ce moyen le concile général, qu'on demandait de toutes parts à la cour de Rome et qu'une sage politique ne permettait pas d'accorder. Suivant l'usage de ce temps trop oublié du nôtre et qui ne permettait pas à un souverain d'avoir confiance en des gens qui pouvaient avoir un autre intérêt que le sien, les États de sa sainteté étaient gouvernés despotiquement par ses 3 neveux. Ce sera donc la fin pour cet épisode, mais on se retrouvera prochainement pour la suite des chroniques italiennes de Stendhal. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN pour vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos questions peut-être aussi sur l'émission, également sur le site de la chaîne www.david.tv pour nous revoir en replay si vous le souhaitez. Et bien d'ici là, portez-vous bien. Très belle nuit à toutes et à tous sur David.